Jean-Claude Crespi, bonjour. Vous êtes le directeur de l'Alliance française Bruxelles-Europe. On va parler de l'usage du français à Bruxelles et en particulier dans les institutions. Alors, quel est le cadre général d'utilisation des langues? Le cadre général d'utilisation des langues dans les institutions européennes, que ce soit à Bruxelles ou que ce soit au Luxembourg, puisqu'en fait nous travaillons sur les deux sites, peut se définir par le premier article constitutif de l'Europe qu'on appelle le 158. Nous faisons actuellement au rez-de-chaussée une exposition en partenariat avec le Conseil économique et social de l'Europe sur ce règlement du 158 qui a été le premier règlement en fait qui a été établi par l'Europe et qui est un règlement linguistique qui définit le régime linguistique de l'Europe comme une entité politique multilingue. C'est très important. C'est le code génétique en fait des institutions européennes. Il s'agit d'une institution qui se veut dès le départ, dans ce premier article, qui se veut multilingue. Alors bien sûr, ce multilinguisme, c'est de ça dont il faut parler en fait, parce que même s'il est inscrit dans le code génétique des institutions, il n'est pas pour autant monnaie courante dans les institutions européennes. Il y a loin de la coupe aux lèvres là-dessus. Mais en tout cas, ce qui est très important de dire dès le départ, c'est que c'est une institution qui se veut donc dans l'usage de chacun des idiomes qui constituent l'Europe. 27 langues constitutives de l'Europe actuellement. C'est à la fois la beauté, parce qu'en fait, je ne connais pas d'autres institutions entre États, de rassemblement entre États, qui veuillent respecter à ce point les idiomes de chacun de ses participants, et en même temps le défi, bien sûr, et la difficulté majeure sur le plan linguistique de cette institution. Pour donner un exemple précis, on parle souvent de langue de travail, ou de langue véhiculaire. Il n'y a pas véritablement de langue de travail instituée, si ce n'est parfois une reconnaissance plus ou moins tacite du français, de l'allemand et de l'anglais comme langue de travail dans certaines des institutions. Mais je vais vous donner un contre-exemple. Tout récemment, vous savez que le concours d'admission des fonctionnaires à l'Europe passe par un outil qui s'appelle EPSO, qui sont les évaluations pour entrer donc comme fonctionnaire dans les institutions. Il était question de réformer EPSO en le concentrant sur le français, l'allemand et l'anglais. Il y a eu une protestation des Italiens et des Espagnols auprès de la Cour de justice qui leur a donné raison, statuant ainsi sur le caractère absolument multilingue et donc la nécessité d'utiliser toutes les langues de l'Europe quand il s'agit de choses officielles et de constitution administrative. Voilà. Donc on a là un problème qui est réel, à la fois une richesse et un problème. La richesse, c'est qu'effectivement la quantité de textes traduits et le volume de l'interprétariat dans les institutions reste quelque chose d'absolument fascinant. Nous avons ici à Bruxelles sans doute parmi les meilleurs interprètes au monde qui travaillent dans des configurations parfois très difficiles, avec des langues pivots qui sont utilisées, parce que c'est quand même très difficile de traduire du croate au letton, par exemple, directement, donc on passe par quelque chose d'autre, qui est une langue pivot. Mais dans l'ensemble, c'est un système d'interprétariat qui fonctionne assez bien, mais qui n'est pas évidemment utilisé dans le travail quotidien. C'est utilisé au Parlement, c'est utilisé dans les plénières, c'est utilisé dans dans un certain type de réunions, mais pas dans toutes les réunions de travail. Dans une DG pêche, par exemple, dans une DG agriculture, on ne va pas faire toutes les réunions avec interprétariat. Et quelle est la langue qui est utilisée dans ces cas-là? Eh bien, c'est là que l'Observatoire des langues nous aide un tout petit peu dans les institutions. La réalité du travail, à 90%, se passe en anglais. En anglais, pour des raisons très simples, c'est que la pratique s'est accélérée depuis 2008, en fait, c'est-à-dire depuis l'élargissement de la communauté européenne aux anciens États de l'Europe de l'Est, entre guillemets, où l'anglais est devenu monnaie courante, pas toujours d'ailleurs par la faute de ces États eux-mêmes, mais les Européens, par courtoisie, s'imaginant qu'ils ne parleraient pas d'autre langue que l'anglais, se sont mis à leur parler anglais, et donc effectivement dans les modes de recrutement dans ces pays-là, on s'est dit finalement l'anglais suffit, donc on va envoyer des anglicistes.
Donc on est souvent responsable de cette situation. Mais en tout cas, toujours est-il qu'elle a empiré depuis 2008 jusqu'à cette situation actuelle où la plupart du travail se passe en anglais, ce que certains appellent l'anglais européen, hein, le globish, hein, plus que de l'anglais lui-même, mais qui est la réalité. Donc nous, notre tâche évidemment, c'est d'essayer de faire retrouver aux Français non pas un rayonnement qu'il n'a pas perdu. Hein, le français reste toujours une langue qui est très aimée par les gens qui la pratiquent. C'est une langue qui fascine, c'est une langue qui attire. La plupart des retours là-dessus sont positifs. En revanche, ce n'est pas une langue dans laquelle on travaille, ou ce n'est pas une langue dans laquelle on travaille assez. Et ça, c'est l'enjeu pour nous de notre collaboration avec les institutions, c'est d'aider les institutions elles-mêmes à remplir leur devoir de multilinguisme qui est inscrit dans leur code génétique.